Pendant 3 jours, les échanges vont porter sur plusieurs thématiques liées au leadership des députés en tant que champions en matière de genre en RDC. La présidente de l'Assemblée nationale qui a ouvert ce mercredi 17 juillet les travaux de ces séminaires, l'honorable Janine Mabunda Lioko, a insisté sur l'importance qu'elle accorde à ces assises. Comme législateurs, tant au niveau national que provincial, nous devons nous préoccuper de cette question du genre. Pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'il est démontré que la participation de la femme aux institutions de la République amène une meilleure gouvernance. Nous restons à l'écoute, nous approprierons si possible les propositions, les suggestions qui seront les vôtres pour que dans le cadre de l'Assemblée nationale, au travers des commissions parlementaires, nous allons essayer effectivement de faire le relais des suggestions pertinentes qui pourraient être les vôtres. Devenons donc des champions de la question du genre pour un Congo uni et en paix. Et je souhaite, à la suite de mes prédécesseurs, vous exhorter à le faire. Et je déclare ouvert l'atelier sur le dialogue parlementaire en matière du genre. Et vous remercie. Les élus venus de 26 provinces de la République vont s'appesantir sur le fondement constitutionnel et normatif de la promotion du genre, dira les représentants du PNUD en République démocratique du Congo. Il sera question d'étendre les connaissances des participants à mieux décliner leur rôle de redevabilité en matière du genre au regard des fonctions parlementaires qu'ils assument, a précisé Dominique Sam. La ministre du Genre, Enfants et Familles a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour la protection des droits de la femme. Chantal Safoulo-Poussa a salué cette initiative du PNUD relatif au dialogue de haut niveau en vue de redynamiser le rôle des assemblées provinciales dans la mise en œuvre de l'agenda de l'égalité des sexes en RDC. L'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo constitue une grande victoire sur le plan international car ces Jeux contribueront à l'amélioration de l'image de marque de la République démocratique du Congo. 24 heures après l'annonce officielle de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, à la tête d'une forte délégation, a visité le site de la Foire internationale de Kinshasa, site choisi pour abriter cette 9e édition et faire un état des lieux des infrastructures pouvant accueillir le jeu de la francophonie. Un tour du site a permis à Bruno Tshibala de faire un véritable diagnostic. Je pars convaincu que d'un moment à l'autre, nous commençons les travaux et il y aura des retombées positives, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'EMBA. Vous savez le lien que j'ai avec l'EMBA. Et donc, l'EMBA va reprendre sa force d'antan parce qu'elle sera le centre d'attraction des Jeux qui se déroulent dans la ville de Kinshasa. Ces Jeux vont booster sur le plan culturel le regain de sentiments patriotiques, de fierté et d'unité nationale et surtout contribuer à la construction et à la modernisation des infrastructures culturelles. D'où l'attention particulière que porte le gouvernement de la République démocratique du Congo sur les sites de la foire internationale car Bruno Tshibala l'a dit, le gouvernement prendra ses responsabilités pour réhabiliter ces infrastructures avec ses fonds propres. Vous avez vu qu'avec les élections, nous avons organisé celle-ci avec nos propres moyens. C'est ce que nous allons faire. Mais cela n'exclut pas que nous puissions attendre la contribution de 88 pays membres de la francophonie et de la France pour arriver à la réussite totale de ces Jeux de la francophonie. L'EMBA, fief naturel de Bruno Tshibala Nzenze, qui reste attaché à son cordon ombilical, voit aussi se moderniser ses infrastructures sportives. Il y a quelques jours, Papa Social avait remis une pelouse synthétique. Aujourd'hui, ce stade GD de l'EMBA est prêt à accueillir les grandes compétitions. Bruno Tshibala Nzenze a visité et constaté la fin de travaux. Ce stade, avec sa pelouse synthétique, est prêt pour son inauguration. La séance de travail entre le Premier ministre et le conseil spécial du chef de l'État aux infrastructures a duré plus d'1 heure. Au socle de ces échanges, la modernisation des infrastructures en République démocratique du Congo. Comme d'autres officiels avant lui, Alexis Kaembe Debapende sort marqué par son entretien avec le professeur Ilunga Ilunkamba et vante sa maîtrise parfaite des impératifs de ces secteurs. J'ai été impressionné par la vision du Premier ministre et comme je m'occupe de l'infrastructure au niveau de la présidence, en tant qu'un grand pays comme la RDC, on doit mettre en place un système des infrastructures intégrées qui va permettre à ces pays à se développer beaucoup plus vite. Donc l'infrastructure, on ne parle pas seulement de la route, on
parle d'infrastructure digitale qui est aujourd'hui la fibre optique. On parle d'infrastructure énergétique qui est les pipes. Vous savez, nous avons un problème d'alimentation des carburants dans les provinces. C'est voir comment est-ce que la nouvelle équipe de son Excellence le Premier ministre peut travailler avec notre équipe au niveau de la présidence. Et bien avant, la situation sécuritaire du pays a été balayée lors de l'audience accordée par le Premier ministre aux généraux Amouli Baïgwa et Silvano Kassongo, respectivement commissaire général de la police nationale congolaise et commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Au sortir, le général-major Dieudonné Amouli a apprécié le sens de l'écoute du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Comme commissaire général de la police nationale congolaise, c'est venir présenter une civilité à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Depuis qu'il a été nommé par le président de la République, je ne suis jamais passé le voir. J'attendais peut-être de passer à la primature. Mais c'était une fois que je le vois, puisque c'est le chef du gouvernement que nous aurons prochainement qui s'occupera de tout ce qui est comme le problème de la police nationale congolaise. Aucun secteur de la vie nationale ne sera délaissé par le Premier ministre Ilunkamba, une vision intégrale qu'il va matérialiser dès l'investiture de son gouvernement. Nous avons sur ces plateaux, Monsieur le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga. La question d'Ebola inquiète tout le monde, mais surtout la République démocratique du Congo. Salut, Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, Ebola, un cas confirmé a été constaté à Goma. Ça a inquiété tout le monde. La personne qui a mené ce cas à Goma, en ce moment précis où elle se trouve. Donc c'est un cas importé, donc ce n'est pas un cas endogène de Goma, c'est un cas qui a été importé de Butembo. La personne est décédée et elle a bénéficié d'un enterrement digne et sécurisé en présence de sa famille à Butembo hier. La grande inquiétude, c'est que Goma, c'est une ville de près d'1 million d'habitants et on estime que si cette épidémie n'est pas contrôlée à Goma, ça va être une catastrophe. Est-ce qu'à ce jour, nous pouvons être sûrs qu'à Goma, il n'y a pas d'inquiétude, c'est sécurisé? Je crois que la population peut être sécurisée. Le risque à Goma est présent depuis 11 mois. Nous nous préparons à gérer ce risque depuis 11 mois. Nous avons formé les équipes. Il y a eu plus de 3000 infirmiers et médecins qui ont été vaccinés. Grâce à cette préparation dans Goma, grâce à la collaboration avec le gouverneur, les autorités de la ville, nous avons pu, en moins de 72 heures, identifier les 72 heures tous les contacts qui avaient été les contacts de ce pasteur. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont vaccinées et devront donc subir une période d'observation de 21 jours. Monsieur le ministre, Ebola, ce n'est pas la première fois qu'il est constaté en République démocratique du Congo, mais toutes les précédentes fois, Ebola a été rapidement maîtrisé. Quel est le problème aujourd'hui? Depuis près de 11 mois justement, Ebola sévit et les équipes mises en place n'arrivent toujours pas à dompter ce virus. Alors, c'est une épidémie qui est très complexe. Donc, dans 15 jours, on fêtera les 1 an de l'épidémie d'Ebola. C'est une épidémie complexe qui survient dans une population, dans un environnement très peuplé, densément peuplé, sur 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. C'est l'épidémie la plus complexe de l'histoire de la santé publique. Si on compare aux précédentes épidémies, la plus grande était celle de Kikwit, mais à l'époque, Kikwit était une ville qui avait moins de 50 000 habitants. Ici, nous sommes dans un environnement où la population à risque est une population de plus de 2-3 millions de personnes. C'est plusieurs petites épidémies. L'épidémie de Mangina n'a rien à voir avec celle de Beni, ça n'a rien à voir avec celle de Butembo, ni celle de Bunia. Donc en fait, nous sommes dans un environnement extrêmement complexe et il faut chaque fois adapter les stratégies aux différents environnements dans lesquels nous sommes confrontés, sans compter les problèmes de sécurité que nous avons eus et les problèmes aussi d'acceptation par la communauté. C'est justement sur question d'acceptation. Le problème se trouve à quel niveau? Les populations de cette partie de la République semblent ne pas évaluer les dangers réels de cette épidémie. Qu'est-ce qui doit être fait? Le problème se pose à quel niveau? Ce sont des questions, Excellence, Monsieur le ministre, auxquelles on attend des réponses. Oui. Alors, pour vous donner un exemple, le cas du pasteur que nous avons eu, qui est le pasteur identifié à Goma, c'est une situation où nous sommes parfois confrontés à de la malveillance. Donc c'est un pasteur, une personne responsable, qui est allé dans une zone épidémique,
durant la zone épidémique, elle a prié, elle a fait des impositions des mains sur des personnes malades. Ensuite, elle a soigné d'autres malades, elle a sûrement essayé de contaminer d'autres. Et lorsqu'elle-même est devenue symptomatique, elle a essayé de quitter Butembo pour se rendre à Bukavu. Elle a heureusement été interceptée à Goma et donc nous avons pu prendre toutes les mesures. Donc, une des grandes problématiques, c'est cette question de malveillance. Par ailleurs, je crois que toute population qui est confrontée à une maladie mortelle passe toujours par une phase de déni. Et cette population du Nord Kivu et de l'Ituri n'a probablement pas été assez accompagnée également par les leaders de la communauté, les leaders d'opinion, pour justement les amener à accepter la maladie et à adopter un comportement responsable en acceptant les mesures de santé publique. Ça reste un défi permanent. Je crois qu'aujourd'hui, la population a quand même atteint un certain degré d'acceptation, de confiance, et dans toutes les situations où nous sommes confrontés au virus, les populations aujourd'hui collaborent avec la riposte. Monsieur le ministre, les populations collaborent, mais là, vous venez justement de Genève. Qu'est-ce que vous avez été faire à Genève exactement? Alors la mission de Genève avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de présenter le 4e plan de riposte. Vous savez que tous les 3 mois, nous révisons notre plan de riposte, nous faisons une revue opérationnelle et sur base des leçons apprises, des forces et des faiblesses, nous faisons un nouveau plan. J'ai été à Genève pour présenter ce nouveau plan à nos partenaires. Et dans la présentation de ce plan, j'ai insisté sur la nécessité de garder donc le leadership du gouvernement et que tous les partenaires qui sont disposés à venir nous aider doivent venir en respectant une certaine redevabilité à la fois financière, une transparence dans les fonds qui sont utilisés et une redevabilité aussi opérationnelle. Ils doivent être capables effectivement de faire face à l'épidémie. Ils doivent respecter les consignes, les protocoles de l'épidémie. Ils doivent respecter les barèmes et le manuel de ressources humaines. Donc, ils doivent venir nous aider, mais en appui et en respectant les règles du gouvernement. Et, monsieur le ministre, vous pensez que ces partenaires vous ont entendu? C'est un message que nous répétons toujours. Nous sommes un pays souverain. Les partenaires qui viennent doivent venir en appui au pays, en appui au système de santé. Donc les partenaires qui viennent nous aider doivent soutenir le ministère de la Santé et ne pas créer un système parallèle. Par ailleurs, un autre élément qui était important en marge de la rencontre à Genève, se discutait la question de convoquer le comité des experts internationaux pour décider si la situation d'Ebola était une urgence de santé publique de portée internationale. Les discussions sont en cours à Genève pour l'instant, et quelle que soit la décision qui sera prise par ce comité, nous l'accepterons, mais nous insistons sur le fait que Ebola n'est pas une crise humanitaire, c'est une crise de santé publique et qu'elle requiert une riposte technique de santé publique. Merci, monsieur le ministre. Ok, je remercie également. Merci. Merci. Le réveil a été difficile ce mercredi au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Un nouveau cas de meurtre a été commis la nuit et a coûté la vie à un jeune homme. Nous n'avons qu'un seul commissariat de police dans le quartier. Selon les témoignages, les bandits se retranchent dans cette forêt après des forfaits. Leurs effets personnels ont été retrouvés par la police. Il y a eu encore tuerie cette nuit, donc nous avons mis la main sur, avec l'aide des vaillants policiers, on a mis la main sur un des assaillants. Ce nouveau cas de tuerie vient augmenter la liste des victimes de l'insécurité dans ce coin. Un jour avant, un mototaximan d'Iwewa a été abattu à Mama Mobutu, quartier voisin. La semaine passée, 2 vols à main armée dans 2 maisons ont été signalés, sans compter les agressions. Autant d'événements qui expliquent la révolte de la population. Nous sommes soulagés par la présence du bourgmestre. Nous vivons dans la peur. Ces bandits sont armés et opèrent la nuit. En urgence, le bourgmestre Olivier Saya de Mongafula a convoqué une réunion de sécurité. La population exige l'augmentation des effectifs de policiers pour des patrouilles. Les bandits opèrent avec des calibres 12.
L'autorité municipale a encouragé les unités en place à faire preuve de professionnalisme pour protéger la population en attendant les nouvelles mesures de la hiérarchie. On est venu pour les informer que nous sommes en train d'avoir la possession de notre nouvelle cité pour l'ambassade. Nous, le vendredi, c'est une cité qu'on a achetée en 2014. On a attendu que le travail de la CENI était terminé avec les élections le 30 décembre. Nous avons l'intention de commencer la construction et nous avons le soutien de le gouvernement pour commencer ces projets, que c'est très important pour les États-Unis de construire une nouvelle ambassade, une clinique maternité qui aussi, est en train de sortir. Cette nouvelle ambassade représente l'amitié entre nos deux pays et c'est nécessaire de commencer après 5 ans la construction de cette cité. Les États-Unis réitèrent leur soutien au processus de paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, surtout dans l'est du pays, théâtre de conflits armés récurrents. Son ambassadeur Mike Hammer, reçu par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux intérimaire, Azarias Roubé-Romaniwa, a salué la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pacifier le pays. Le numéro 1 de la justice congolaise a informé son hôte que le chef de l'État fait de la consolidation de la paix et de la sécurité la priorité des priorités de son programme quinquennal. Vous savez que les États-Unis soutiennent les efforts humanitaires pour les personnes qui sont déplacées parce qu'il y a une grande opportunité d'avancer dans la sécurité. Ça signifie qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités économiques, de l'intégration économique régionale. Et c'est ça que nous intéresse aux États-Unis pour soutenir cet effort. Pendant ces temps, à la prison centrale de Makala, le secrétaire général de la Justice, Georges Fouloumabi Makanda, a libéré au nom du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, 182 prisonniers. Cette libération fait suite à l'arrêté interministériel portant mesures de libération conditionnelle. Sont éligibles à cette libération tous ceux qui ont purgé leur peine, leur 1/4 des peines et qui se sont bien comportés durant leur incarcération, à l'exception des auteurs de viols, des meurtres et des assassinats, et aussi ceux qui sont condamnés pour association de malfaiteurs. Aux prisonniers libérés, le secrétaire général leur a prodigué ses conseils. J'ai toujours dit aux amis qui ne croient pas que l'État congolais existe, je leur dis que le jour où vous serez à Makala, à Luzumu, c'est le jour où vous comprendrez que l'État congolais existe. C'est par cet hélicoptère que le gouverneur de l'Ituri arrive à Kandroma, un centre situé à 120 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. C'est dans cette grande salle construite en bois que plus de 500 participants venus de toutes les entités Lendu se sont réunis à la recherche de paix, la tranquillité et la cohabitation pacifique de l'Ituri. Cette conférence de 3 jours, présidée par le gouverneur de l'Ituri, Jean-Bamanissa Saïdi, a traité les points importants sur la paix et le développement de cette jeune province. Les chefs coutumiers, les notables et les différentes associations venues de toutes les entités Lendu, tous condamnent les violences ayant coûté la vie à plusieurs civils depuis février dernier. La communauté Lendu appelle les hommes armés d'Ngunjolo à cesser leurs exactions pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue de Djougou et que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et jugés. L'autorité provinciale salue les résolutions issues de ces assises. Jean-Bamanissa Saïdi appelle les Ituriens à un engagement ferme et sincère pour une paix durable en Ituri. C'est une terre fertile,
C'est une terre avec une population travailleuse et qui mérite donc son épanouissement, son développement dans la paix. Selon les chefs de l'exécutif provincial, ces assises exclusives Lendou préparent la plus grande conférence élargie à toutes les communautés pour consolider la cohabitation pacifique et conviviale en Ituri. La bonne gouvernance administrative, financière et technique de la Société commerciale de transport et ports SCTP préoccupe à un plus haut point le gouvernement de la République par le biais de sa vice-primature en charge du transport, son ministère d'État du Travail, ses ministères des Finances et du Portefeuille. La concrétisation de cette volonté républicaine gage de l'existence d'un climat d'une vraie paix sociale au sein de cette entreprise de l'État, principale articulation transversale de la réunion tripartite, gouvernement, employeur et banque syndicale de l'ex-ONATRA. Cette séance de travail présidé par le vice-premier ministre intérimaire, Maître Azarias Roubero Maniwa, était une belle opportunité pour toutes les parties de baliser la voie pour de meilleurs lendemains de la SCTP. Nous venons d'une grande réunion tripartite avec le gouvernement. Les négociations sont très bien déroulées et que des décisions pour aider cette entreprise ont été prises. Pour le gouvernement et pour notre part, la paye sera régulièrement payée dans les mois. Et nous continuons toujours, surtout pour le volet technique et exploitation, les discussions continuent avec le gouvernement. Et là, nous rassurons aux travailleurs que des décisions viennent d'être prises pour que la paye soit régulièrement dans les mois, sans exception. Au vu des avancées significatives ayant sanctionné cette réunion tripartite, les banques syndicales de la SCTP s'est engagé à faire une série d'itinérances et de tournées dans tous les départements pour expliquer aux agents et cadres les bien fondés des mesures prises pour leur entreprise. Il s'agit du couronnement d'un long processus entamé par l'intersyndicale des enseignants de l'EPSP concernant le paiement des arriérés de salaire de 2017. Qu'à l'issue des tractations et démarches effectuées auprès des ministères de l'EPSP, fonction publique, budget et finances, de la Banque centrale du Congo, des banques commerciales payeuses des enseignants et du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il est entendu que le complément des salaires du mois de septembre 2017 sera payé concomitamment avec les salaires du mois de juillet 2019. Donc, il ne s'agit pas d'une augmentation des salaires, mais des arriérés de 2017. Il en est de même pour les enseignants de Kinshasa qui n'avaient pas touché le complément des salaires du mois d'août 2017. Ils seront payés au même moment. À cet effet, l'intersyndicale de l'EPSP félicite vivement le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui a instruit objectivement le dossier jusqu'à son dénouement total. Cela prouve que de ce côté, la justice est très bien rendue au profit des gagnes petits. Par contre, le porte-parole de l'intersyndicale, Marcel Nyongo, met en garde les détourneurs. L'intersyndicale de l'EPSP met en garde tous les prédateurs qui tenteraient encore de chercher à détourner les salaires des enseignants, car ils en auront pour leur compte. Quant aux autres problèmes qui minent le secteur, l'intersyndicale prendra position au cours de la prochaine Assemblée générale, prévue le mois prochain. Un contrat de partenariat lie désormais la radio-télévision nationale congolaise et la province de la Chopo. C'est l'essentiel des échanges entre le directeur général de la RTNC, Ernesto Kabila Ilunga, et le gouverneur de la Chopo, Louis-Marie Walelu Fungula. Profitant de son séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur de la Chopo est venu solliciter du numéro 1 de ses médias publics son accompagnement pour une meilleure visibilité de sa politique dans cette province. L'objet de cette collaboration consiste à l'accompagnement de la RTNC aux différentes actions du gouvernement provincial et nous avons scellé cette collaboration par la signature d'un contrat de collaboration. Après s'être imprégné de clauses de ces contrats de partenariat, Walelu Fungula n'a pas hésité d'apposer sa signature sur ces documents.
Contrat conclu, la RTNC prend ainsi l'engagement de diffuser les éléments visuels de la Chopo en vue de son rayonnement à travers tout le territoire national et le reste du monde. Après les élections du 30 décembre 2018, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD a désormais le regard tourné vers l'avenir. Sur instruction du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, tous les responsables des organes du parti sont appelés à mettre sur pied des programmes cohérents visant à relancer les activités du Parti du Peuple comme par le passé sur les territoires nationaux, histoire de rallumer la flamme du Parti du Peuple d'après les instructions d'Emmanuel Ramazani Chadari afin de préparer déjà psychologiquement les militants. Objectif, affronter avec détermination les échéances électorales prochaines, et cela de la base au sommet du pays. Voilà qui explique sans nul doute la tenue de cette rencontre des responsables des cellules de base à Kinshasa. Rencontre dirigée par le très dynamique Dunia Kilanga, secrétaire exécutif national en charge de la mobilisation et la propagande. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari m'a chargé de sillonner partout pour réveiller la flamme PPRD afin de dire à tout le monde qu'en 2023, qu'il pleuve, qu'il neige, le PPRD gagnera haut la main les élections dans ce pays en 2023. En clair, les instructions du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari sont à observer à la lettre, a insisté Dunia Kilanga, question de remettre en marche la grande machine politique PPRD, appelée à jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Le CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, joue au sapeur-pompier entre l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA et le Front commun pour le Congo, FCC. Le président du CNSA, Joseph Olengankoy, et le rapporteur Valentin Vangui ont rencontré l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati-Lukwebo, qui s'est réunissait avec tous les présidents et personnalités politiques de son regroupement. L'une des missions du CNSA étant de faire la décrispation du climat politique de la RDC, cette institution d'appui à la démocratie veut jouer aux bons offices dans les conflits qui opposent les forces politiques du FCC. Nous, notre devoir aujourd'hui de consolider les acquis. Nous ne voulons pas revenir comme ça a été avant le CNSA. Nous ne voulons pas que la République revienne encore aux événements du passé, notamment le dédoublement des partis politiques et tout ce qu'il y a comme problème qui pourrait davantage crisper le climat politique dans notre pays. Il est prévu demain que nous ayons une rencontre avec l'autre groupe de la FDC qui n'est pas présent ici pour qu'ensemble nous puissions discuter s'il y a des textes qui régissent les groupes politiques FDC et alliés afin de revenir à la légalité. Le président insiste sur les dialogues des partis prenants au sein du FCC. Nous allons continuer, mais nous voulons d'abord commencer par revenir à l'égalité à l'interne, au sein du FDC et alliés, et enfin de continuer davantage le dialogue avec le FCC. Une démarche saluée à sa juste valeur par l'autorité morale de l'FDCA. Je suis un homme de dialogue. Je suis toujours ouvert. Je suis pacificateur, je suis rassembleur. Lorsqu'il y a un enfant égaré, il ne faut pas le bannir totalement. Il faut lui demander de revenir au bercail, qu'il ne se laisse pas manipuler. Nous savons d'où ça vient, ce n'est un secret pour personne. Toute la population sait qui est en train de pousser nos camarades à la rébellion. Après cet échange, Olengankoy reste optimiste. D'après le président du CNSA, dans la politique, rien n'est impossible. Pendant 2 jours, les cadres et agents ainsi que les nouvelles unités du secrétariat général au commerce extérieur sont en séminaire pour appréhender les exigences du milieu professionnel de l'agent public de l'État. Avec pour thème immersion aux valeurs éthiques et déontologiques, les différentes interventions vont pouvoir redresser l'état de conscience professionnelle des agents du commerce extérieur, et c'est le vœu de Madame Selebongo Bassoy Eugénie, secrétaire générale de ce ministère.
C'est en collaboration avec l'Observatoire de surveillance de la corruption et éthique professionnelle OCEP, dont le directeur administratif et financier Émile Moutambaye a développé pour le premier jour le sous-thème « Aspects généraux du code de conduite des agents de l'État et la déontologie administrative ». Les bénéficiaires sont heureux. Pour nous, partenaires sociaux, nous sommes vraiment très contents parce que les partenaires ont compris notre message. Parce que il faudra mettre à niveau les agents, les anciens comme les nouveaux, qu'ils s'imprègnent des textes qui régissent l'administration et que l'agent soit un agent de l'État de développement et qu'il soit capable de défendre son administration en toutes les matières. Ce sont des échanges qui devront se poursuivre pour la moralisation de l'administration publique congolaise. La République démocratique du Congo et la République du Congo partagent une longue frontière caractérisée sur le plan géographique par le fleuve Congo et la rivière Ubangi. Pour faciliter la mobilité du personnel de l'ambassade de la RDC à Brazzaville d'atteindre les compatriotes installés sur la rive droite du fleuve Congo, le pouvoir sortant avait à son temps mis à la disposition de notre ambassade une unité flottante qui malheureusement n'avait jamais servi pour la liaison entre les différentes contrées suite à une panne. Mais aujourd'hui, ce canot rapide est désormais opérationnel après une réhabilitation sur instruction du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce canot rapide ainsi réhabilité a été remis aux utilisateurs par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a mis à notre disposition ces canaux. Mais les canaux n'ayant pas navigué pendant plus de 15 ans, il était un devoir pour nous de le réhabiliter. Et voilà l'occasion pour nous de remercier le président élu de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par les trichements de son conseiller spécial en matière de sécurité, M. François Beya, a mis les moyens à notre disposition pour la réhabilitation de ces canaux. Donc il appartient aujourd'hui à l'ambassade de la RDC de bien prendre soin de ces canaux. Nous sommes mobiles aujourd'hui et nous remercions les autorités de notre pays. Avec l'arrivée effective de cette unité flottante, les compatriotes qui ont choisi la République du Congo comme leur seconde nation vont bénéficier allègrement des services de notre ambassade établie en République du Congo. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, a reçu en son cabinet de travail une délégation de la Banque mondiale conduite par Christian Wang Goff, spécialiste principal en développement urbain de cette institution financière internationale. Au sortir de cette audience, l'hôte du gouverneur Ngobila a indiqué que leurs échanges ont tourné autour d'un nouveau projet de développement multisectoriel qui va être mis sur pied dans la ville de Kinshasa avec l'appui de la Banque mondiale. Ce projet étant en cours de préparation, la date de son exécution n'est pas encore fixée, a-t-il dit. Selon Christian Wang et Goff, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a bien reçu les informations y relatives et les discussions à ces propos vont se poursuivre. Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'UNICEF, le ministre provincial de la ville de Kinshasa, du plan, budget, transport, voies de communication, emploi et fonction publique, Amos Mbokoso, a procédé à l'ouverture de l'atelier d'évaluation de la revue semestrielle pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes de la ville. Cette évaluation concerne notamment les programmes pays 2013, 2017 et 2019 en faveur de ces derniers. Pendant 2 jours, les experts auront identifié les difficultés rencontrées à mi-chemin de ces projets, déterminer les points forts du programme et en trouver des solutions. Ceci dans le but de renforcer la redevabilité de l'UNICEF et de ses partenaires en vue d'élargir la couverture effective et équitable des interventions pour la survie, le développement et la protection des enfants et des femmes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes partisans de la gestion axée sur les résultats. Donc moi je veux du concret.
La population a besoin de vivre le concret. Donc c'est ce que je suis en train de demander à l'UNICEF. Il faut également qu'on élargisse les champs d'action des enfants, qu'il y ait une participation un peu des enfants dans toutes les communes. Le ministre provincial Amos Mokoso a plaidé en faveur des impacts visibles sur le terrain. Elle imprime dans toutes ses actions une politique de proximité. La commissaire générale en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables, Laetitia Benakabamba, a entamé une série de descentes dans les différentes divisions urbaines de la ville de Kinshasa. Après la visite de la division urbaine du genre, Laetitia Benakabamba s'est rendue à la division urbaine des affaires sociales dans la commune de Kassavubu. La commissaire générale a assisté tout d'abord à la présentation du personnel de ces services avant de recevoir le chef de division urbaine, Guy Malakassa, des explications techniques sur le fonctionnement de services sous tutelle. Parmi les difficultés qui plombent cette division, le nombre réduit des centres repartis dans 10 communes seulement sur les 24 que compte Kinshasa et le manque criant des infrastructures. Les affaires sociales touchent tous les domaines. Donc les matières étant transversales, nous aurons à être emmenés à mettre le nez dans ce qui est infrastructure. Quand on parle de santé, on voit le social. Quand on parle de l'éducation, etc. Toutes les actions que nous mènerons seront très visibles. Je compte sur vous afin de m'outiller. Une ronde qui a permis à la commissaire générale de se faire une idée sur le défi à relever dans l'amélioration des conditions de travail. L'homme de terrain a débuté sa tournée dans la commune semi-rurale de Kisenso et a chuté en Gaba en passant par Lemba et Matete. Partout où le ministre de l'Intérieur est passé, même communication, je suis venu me rendre compte de l'état des lieux de juridiction. La situation tant administrative, sécuritaire que sociale est également évoquée. Les communes déplorent l'insécurité causée par les Kuluna. Et il y a aussi des gens qui se plaignent des marchés pirates, les nuisances sonores. Et ils sont d'avis que nous devons travailler ensemble pour éradiquer tous ces phénomènes. Une initiative bien reçue par la population, c'est notable de Lemba salue l'interaction entre le nouveau patron de la territoriale de Kinshasa, Doli Makambo, et les entités de base. Je suis très content d'apprendre le ministre associer les chefs de rue et les chefs de quartier. Doli Makambo entend éradiquer ces fléaux à travers la sensibilisation avec la participation des Kinois. Mon souhait est de travailler avec cette même population parce qu'on s'est dit ces personnes-là qui s'adonnent à ces mauvaises pratiques, ce sont des Kinois, ce sont nos enfants, ce sont nos frères et sœurs. Donc il y a lieu de trouver une façon d'éradiquer cette mauvaise pratique. Oui, on fait déjà la sensibilisation et on demande aussi aux bourgmestres responsables des entités de relayer notre message. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'opération Kinbopeto, créneau du gouvernement provincial de Kinshasa, initié par le gouverneur Ngobila, qui emboîte la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Un appareil ultra performant à la disposition des patients de l'hôpital Biamba-Marie Mutombo, une première en Afrique centrale. Ces scanners inaugurés ce jour par Mutombo Dikembe, cette icône de la NBA et promoteur de cette formation hospitalière, est acquis grâce au groupe Siemens. Avec ces scanners des dernières générations qui délivrent des images très précises et exactes des composantes du corps humain, cet hôpital se met à la pointe du progrès et pourra certainement offrir aux malades les prestations des qualités conformément aux normes internationales. L'assistance fut particulièrement impressionnée du fonctionnement de cet appareil, plus particulièrement par la rotation du tube à rayon X dans son anneau. Mutombo Dikembe, ce célèbre basketteur, a signifié que la mise en service de cet outil médical apporte un vent nouveau à la population congolaise qui désormais ne sera plus obligée d'effectuer les déplacements de l'extérieur du pays pour des examens appropriés. Ce n'est pas le prix, pour moi c'est la technologie. Ce qu'on a voulu faire, c'est apporter le soutien à nos frères et sœurs qui souffrent de la qualité de la médecine, qu'on peut en avoir ici à l'hôpital Biamba-Marie, pour ne pas dire au Congo, au lieu d'être transférés à l'extérieur. Nous prions à tous nos compatriotes et nos médecins et d'autres hôpitaux que la machine est là et qui est là pour votre service.
Pour l'administrateur délégué de cet hôpital, Paul Louman, le prix sera vraiment à un coût raisonnable à la portée du simple citoyen. Plus rapide, plus précis et moins irradiant, ce nouvel appareil va réduire les délais d'atteinte aux urgences médicales et chirurgicales. Ce sont des acteurs du programme Village et École Asseni, réunis dans la salle des réunions de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, invités pour participer à cet atelier de la revue semestrielle 2019 du programme Village et École Asseni. Cette rencontre permettra d'évaluer ensemble avec les acteurs de ce programme le résultat escompté. Ce programme du gouvernement congolais appuyé par l'UNICEF a été appliqué dans les 12 zones de santé périurbaines de Kinshasa depuis 2008. Il poursuit comme objectif accompagner et sensibiliser la population de la banlieue de Kinshasa sur les notions de la bonne pratique de l'hygiène, notamment le lavage des mains, l'hygiène des toilettes, la conservation de l'eau potable pour éviter les maladies dites des mains sales et hydriques. La supervision de cette revue semestrielle 2019 est assurée par la coordonnatrice de l'hygiène ville-province Kinshasa, le docteur Isabelle Lumboué, experte en eau, hygiène et assainissement. Le représentant de l'UNICEF, M. Fwamba, était de la partie. À l'issue de cette réunion, les participants auront l'image claire sur les résultats atteints par rapport à ce qui était prévu, les difficultés rencontrées et trouver des solutions, dégager les forces et faiblesses et planifier les activités du second semestre. Les violences sexuelles sont chroniques à l'est de la RDC à cause de multiples guerres, et surtout dans la ville de Goma, au Nord Kivu, causant ainsi préjudice à de nombreuses victimes qui méritent réparation. L'étude menée par l'officier supérieur de l'armée, le colonel Flamand Baliwangoy, doctorant en relations internationales de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UPEN, sur le rôle de la MONUSCO face au préjudice des victimes de violences sexuelles dans la ville de Goma. Ce sujet exposé pour en défendre et soutenir la thèse devant le membre du jury a eu une motivation scientifique posée sous forme de problématiques suivies de son hypothèse. Défendue devant l'auguste assemblée et le jury composé des éminents professeurs de l'UPEN, le doctorant Baliwa Flamand pense qu'il faut que l'État congolais débloque un budget pour la réparation de ces préjudices causés aux victimes et la MONUSCO devrait y jouer un rôle. La problématique est simple. Nous sommes partis d'un fait que dans plusieurs cas de violences sexuelles, en termes de préjudice, les victimes ne sont pas payées. C'est un constat qu'on a à faire après une période longue d'études et d'analyses et de constats. Il a fallu par le mécanisme d'une étude qu'on puisse un peu réveiller l'État congolais afin de voir comment il peut être en mesure de débloquer le fonds ou de voter un budget subséquent. Et si on répare le préjudice, les gens vont dénoncer plusieurs cas et le phénomène arrangement à l'amiable va disparaître. Monsieur Baliwangoy Flamand a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction en vue de l'obtention des grades de docteur en droit international public. C'est par cette sanction octroyée au docteur Flamand Baliwa et la remise des insignes académiques que s'est bouclée la boucle de la cérémonie.